La liberté enfin pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann et Marcel Carton. Les otages français au Liban, libérés hier soir, sont arrivés ce matin à Paris. Bonsoir. Oubliez l'image figée des otages que nous vous présentions depuis plus de 1000 jours déjà. Voici l'autre image, chargée de joie, d'émotion. 3 hommes qui descendent d'un Falcon 50 sur l'aéroport de Villacoublay dans la région parisienne. Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kaufmann sont libres depuis hier soir, 19h30. La rédaction d'Antenne 2 a décidé de leur consacrer un journal exceptionnel. Ce soir, place aux témoignages, aux analyses. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Autour de nous, sur le plateau d'Antenne 2, Madame Joëlle Kaufmann, qui a accepté fort gentiment notre invitation. Elle est entourée de 5 hommes qui ont connu le même cauchemar que son mari. Avec eux, dont Roger Hauck, qui est à mes côtés. Les autres vont arriver dans quelques instants avec eux, tranquillement, pendant 1 heure. Nous allons essayer de comprendre. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous quelques minutes sur une autre image forte de l'actualité. L'image synonyme, elle aussi, d'otage et de libération. La nuit dernière, sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, les 23 personnes qui étaient détenues en otage ont elles aussi été libérées. Contexte différent, vous le savez, car sur place, en Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les preneurs d'otages. Le bilan est très lourd. 17 morts, 15 militants indépendantistes et 2 militaires. L'opération a débuté à 6h15 heure locale, mais les 300 représentants des forces de l'ordre qui ont donné l'assaut à la grotte réputée imprenable n'ont délivré les otages qu'après 8 heures d'efforts. Au cours d'une conférence de presse donnée au Haut-Commissariat à Nouméa, Bernard Pons a détaillé le déroulement des événements, indiquant que 2 revolvers de gros calibre et des clés de menottes avaient été fournis aux captifs, leur permettant ainsi de participer à la fusillade depuis l'intérieur de la grotte. L'effet de surprise n'a pas joué tout à fait. Les ravisseurs, au nombre d'une trentaine, étaient parfaitement organisés. Je savais que ce serait une opération difficile. Parce que je crois que c'est une prise d'otage qui fait date. Généralement, on se trouve face à 2 ou 3 ravisseurs armés d'un mauvais pistolet. Là, on avait une véritable bande armée. Donc je savais que c'était une opération difficile et je voulais prendre toutes les précautions, prendre mon temps pour la préparer. Et si l'on avait pu obtenir que les ravisseurs rendent leurs otages sans attaquer le site, j'aurais été ravi. Malheureusement, ça n'a pas été possible. En dépit de ces événements et du lourd bilan de l'opération, le calme règne maintenant en Nouvelle-Calédonie, mais le FLNKS dénonce l'intervention militaire. Yewene et ses amis parlent de gâchis, de morts inutiles qui seront vengées. Oui, nous évoquerons plus longuement la situation en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure dans la deuxième partie, la partie réflexion du journal. En attendant, revenons à la libération des 3 derniers otages français au Liban. Les images se bousculent dans nos têtes et dans nos esprits. Nous sommes témoins de grands moments de joie, d'émotion, d'interrogation aussi. Nous y reviendrons. Ce sont ces images que nous allons privilégier dans un premier temps. Ensuite, nous essaierons de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. En toile de fond, il y aura des témoignages, l'historique des négociations. Nous évoquerons également le rôle joué par certains États dans ce genre d'affaires. Mais tout de suite, l'image symbole de cette journée, celle que nous avons enregistrée ce matin sur l'aéroport de Villacoublay. Les retrouvailles sont extrêmement dignes, j'allais dire discrètes. Seuls les enfants ont laissé poindre leur émotion. Philippe Gassot. À son arrivée, Jean-Paul Kaufmann a une hésitation. Une fraction de seconde, il ne reconnaît pas son fils Grégoire. Et 3 ans, c'est une éternité pour un enfant. Quand son père est parti en reportage au Liban, il avait 11 ans. Aujourd'hui, il en a 14. Les retrouvailles ont été très dignes, presque trop, comme si des amis se retrouvaient après une longue absence. La gêne peut-être d'avoir changé, vieilli, et de n'avoir plus qu'un passé lointain en commun. Seuls les enfants qui ont pendant 3 ans rêvé les retrouvailles laissent passer leur trop plein de chagrin. Ce sont 3 années de larmes et d'angoisse qui passent la bonde. Il va falloir du temps pour se reconnaître, mais c'est fait. Les familles sont à nouveau réunies. Les journalistes retrouvent un des leurs, enlevé sur la route de l'aéroport à Beyrouth, Liban. Mais nous, on vous connaît très bien. Ah bon? Oui. Vous avez été dans tous nos journaux et dans toutes les pensées. Oui, on nous a dit cela. Oui. C'est un jour formidable, bien sûr, aujourd'hui, mais c'est quand même un jour qui reste assombri par le fait que nous ne sommes que 3. Et que moi j'ai été enlevé le 22 mai 1985 avec un homme qui s'appelait
Michel Seurat. J'ai été avec lui pendant de longs mois et puis nous l'avons vu s'éteindre peu à peu, et d'une certaine manière j'ai un peu honte aujourd'hui là d'être là. Enfin bon, ne jouons pas sur les mots, mais vous savez, ça, demandez à Marcel Carton et à Marcel Fontaine, on a vu Michel Seurat lutter avec désespoir, et puis aussi, je dirais, avec noblesse. Là, il ne s'exprimait pas beaucoup, il se voyait mourir, il a voulu vivre. C'est quelque chose d'affreux. Et puis aujourd'hui, d'abord et avant tout, ma pensée va à Marie Seurat, sa femme. Je ne sais pas où elle est actuellement, mais et à ses deux filles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, avec désespoir, et puis aussi, je dirais, avec noblesse. Là, il ne s'exprimait pas beaucoup, il se voyait mourir, il a voulu vivre. C'est quelque chose d'affreux. Et puis aujourd'hui, d'abord et avant tout, ma pensée va à Marie Seurat, sa femme. Je ne sais pas où elle est actuellement, mais et à ses deux filles. Michel, au début, me disait, tu sais, enfin moi j'ai eu beaucoup de mal personnellement au début. Les premières semaines furent affreuses. Michel, lui, était tout à fait bon. Il prenait la situation avec une certaine philosophie. Il prenait des notes, il écrivait, etc. Et puis enfin, il disait, moi, tu sais, je suis prêt à attendre 3 ans pour revoir mes deux filles. Mais je disais, mais 3 ans, mais tu es fou, tu te rends compte, 3 ans. Et puis bon, et c'est lui qui a disparu. Nous l'avons vu pour la dernière fois le 28 décembre 1985. Il n'arrivait plus à tenir debout, et il a été transféré dans un endroit à côté de nos cellules, de notre cellule. Et puis on l'a entendu pendant encore quelques jours, et il toussait effroyablement. Il avait, enfin c'est quelque chose de terrible. Il vient en permanence avec Michel. Oui, bien sûr. On était tous les 4 ensemble. Moi, enfin, demandé à Marcel Carton, à Marcel Fontaine, là, ils l'ont vu quotidiennement, là, et qu'il luttait. Et puis il savait il savait pas ce qu'il avait exactement, mais il savait qu'il allait, que c'était désespéré. Il aurait pu. Et moi, je pense, il aurait pu mourir auprès des siens, et puis il est mort tout seul. C'est quelque chose d'affreux, ça, je ne peux pas l'oublier. Une dernière question, Jean-Paul. Dans quelles conditions viviez-vous? Étiez-vous attaché? Oui, nous étions enchaînés depuis le mois de février l'an dernier, après l'intervention américaine, là, les bateaux là, qui s'approchaient des côtes. Ça a eu pour résultat qu'on nous supprime la radio, premièrement, et ensuite qu'on nous pose des chaînes. Et puis, bon, on a eu moi j'ai eu les chaînes aux pieds, ainsi que mes compagnons, depuis le mois de février l'an dernier. Bon, on s'y habitue, hein, on ne revient pas des camps de la mort, il ne faut pas exagérer non plus, mais ça a été... on a survécu, on n'a pas vécu, on a survécu. Oui, de nombreuses personnalités ont partagé l'émotion des familles et des otages ce matin sur l'aéroport de Villacoublay. Parmi elles, Madame Danielle Mitterrand, Jacques Chirac et Charles Pasqua. Nous reviendrons d'ailleurs assez longuement tout à l'heure sur les déclarations du Premier ministre, dans quelques instants. À nos côtés, Joël Kaufmann et Roger Hauck, qu'on ne présente plus. Madame Kaufmann, dans quel état d'esprit étiez-vous ce matin? On vous a vu que très sereine, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas un enthousiasme forcené sur votre visage ce matin? Je me trouvais étrangement calme. Ça fait 3 ans qu'on attendait ces moments-là, et moi j'y croyais encore pas. C'était très irréel. J'ai cru quand j'ai entendu les paroles de Jean-Paul, l'interview de Roger, quoi. Alors là, je me suis dit, j'ai reconnu sa voix, tout ça. Je me suis dit, c'est lui. Puis j'étais un peu inquiète pour les enfants. Ils étaient très bouleversés, comme vous l'avez vu, comme on a pu le voir. C'est une belle image tout à l'heure. On sentait énormément d'émotion. Vous n'avez pas pleuré pendant 3 ans, et comme si toutes les larmes de ces 3 années d'angoisse ressortaient d'un seul coup. Alors,
C'est vrai, on était un peu calme, il n'y avait pas d'exubérance, et puis cette arrivée était aussi beaucoup plus calme, aussi elle était organisée de manière plus calme. Pour eux, je crois que c'était mieux. Madame Kaufmann, comment avez-vous trouvé votre mari? Il avait l'air solide, serein. Complètement, il n'a pas changé. C'est un étonnement pour vous, hein? Mais oui, complètement. Je me disais dans quel état. Bon, mais bon, il est revenu un petit peu comme toi, Roger. Il parlait énormément. Vous avez vu comment il était. Bon, c'est vrai qu'il parle trop. Enfin, je veux dire, c'est pas son habitude. C'est quelqu'un de très réservé. Lui aussi, c'est comme s'il sortait 3 ans de parole et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé formidable, forcément, mais je savais qu'il serait formidable. Roger, vous êtes libre depuis le 27 novembre, hein, 87 oui. et vous avez été libéré en même temps que Jean-Louis Normandin. Et c'est vous qui avez réalisé la première interview des otages dans l'avion, notamment de notre confrère Jean-Paul Kaufmann. Comment ça s'est passé ce matin? Grâce à certaines informations, j'étais donc à Salonique et j'attendais l'avion qui venait de Beyrouth. Et lorsque j'ai vu atterrir ce jet privé venant de Beyrouth sur l'aéroport de Salonique, j'étais vraiment très ému. Je me suis avancé vers l'avion et j'ai été autorisé à monter à bord. Et donc j'ai découvert vraiment avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie les 3 otages libérés. Ces 3 hommes dont j'avais attendu moi aussi la libération, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque j'étais à Beyrouth, j'avais couvert leur enlèvement en 85, et donc j'avais toujours suivi cette affaire des otages, notamment lorsque moi-même j'avais été pris en otage. Et ils savaient que vous aviez été vous-même otage par la suite? J'étais assez étonné parce que la première parole que m'a dit, je crois que c'est Jean-Paul Kaufmann et aussi Marcel Fontaine, c'était « on était très inquiets pour toi ». C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ouais. On était très inquiets pour toi parce que nous avions entendu à la radio que tu avais été enlevé et nous n'avions pas de nouvelles de toi. Et j'étais vraiment très touché par ces premières minutes durant lesquelles j'étais avec eux. Et aussi donc leur joie, le sourire de ces 3 hommes, aussi la joie de Jean-Charles Marcani et de l'autre négociateur Iskandar Safa, qui étaient très heureux d'avoir réussi leur mission. Et je pense que c'était vraiment une victoire pour tout le monde. Sans doute des images, vous aussi, des images fortes, des images pleines d'émotions qui se bousculaient dans la tête. Ça vous rappelait incontestablement d'autres événements que vous aviez connus il y a quelques mois. Justement, surtout lorsque je voyais le sourire très franc de Marcani et de l'homme d'affaires libanais, lorsqu'ils nous regardaient, les 3 otages et moi, en train de parler, en train de faire l'interview, ils étaient tellement satisfaits que je revivais moi aussi, je revivais ces moments que j'avais vécus entre Beyrouth et le retour à Paris dans l'avion privé. Joël Kaufmann, quelle image conserverez-vous de cette journée? C'est peut-être un peu prématuré, car vous aussi, il y a des tas d'images qui se bousculent dans la tête, mais s'il fallait retenir une image aujourd'hui. Oui, forcément l'image, c'est la descente de l'avion, parce qu'on n'avait pas, contrairement aux autres otages, on n'avait pas d'image, puisqu'ils sont arrivés un peu en surprise, et comme ça, ils n'ont pas été filmés là-bas. Donc on était là, on attendait de voir sa tête à Jean-Paul. C'est l'image la plus forte, en tout cas, c'est celle-là. Vous avez pu parler, je suppose, avec Jean-Paul, quelle que soit la petite cohue qu'il y avait sur l'aéroport. Vous a-t-il parlé de ses ravisseurs? Oui, c'est pas le syndrome de Stockholm, non. Pas du tout. Non, il est pas... Je lui laisserai en parler lui-même. Il n'y a pas de pardon de sa part, absolument. Non, aucune adhésion aux thèses des ravisseurs. Complètement. Alors là, je ne sais pas si certains ont un syndrome de Stockholm, mais lui, pas du tout. Aucune excuse. Hein. Il m'a dit des paroles très fortes à ce sujet-là, mais je pense qu'il parlera mieux de tout ça. J'espère que nous l'aurons très bientôt sur le plateau. Nous nous retrouvons. Vous restez avec nous, Madame Kaufmann et Roger Hauck, tout au long de cette édition spéciale. Dans quelques instants, donc, nous écouterons les réactions, aussi bien en France qu'à l'étranger. Mais avant cela, pour mieux saisir l'émotion qui était celle des familles hier soir, et des amis des familles, voici d'autres instantanés, d'autres témoignages recueillis par les équipes d'Antenne 2. Commentaire, Raymond Tortora. 20h30 environ, le directeur de campagne de Jacques Chirac tente un petit papier à Philippe Séguin. Ce dernier n'en croit pas ses yeux, il le porte à Jacques Chirac, hésite, se ravise, revient vérifier. C'est bien cela, les otages français ont été libérés. Il va donner le billet à Jacques Chirac. Hier soir encore, à des milliers de kilomètres, dans l'île de la Réunion, à Sainte-Clotilde, le père de Marcel Fontaine, 71 ans, ne trouve pas les mots pour exprimer sa joie. On ne sait même pas comment exprimer notre joie, quoi, hein. Comme il est un peu émotionné hier soir, il a commencé à pleurer, je lui ai dit non, faut pas pleurer, il est là maintenant. Pendant un bon moment, j'ai mis du temps à réagir. Et à partir du moment où la deuxième dépêche est arrivée, là... c'était l'explosion. Je vous assure que j'ai senti que le monde s'effondrait autour de moi et que je n'avais moi-même plus aucune consistance. J'étais soulagé, fou de joie et je ne savais plus quoi penser. Chorale sportive en Bretagne, à Cornu, le village des parents de Jean-Paul. Avec les amis qui ont envahi la maison, Odette et Marcel Kaufmann trinquent tout simplement
au retour de leur fils. Enfin, cet après-midi, à Beyrouth, Denis Carton et sa petite-fille prennent l'avion pour regagner Paris, où les attendent depuis ce matin le grand-père le plus heureux du monde. Voilà, reprenons très concrètement le film des événements. La libération des otages est donc intervenue hier soir vers 19h30. Officiellement, la nouvelle a été confirmée à 20h25. Nous l'avions d'ailleurs donné en direct sur Antenne 2. Dès hier soir, le chef de l'État, François Mitterrand, avait exprimé son émotion et sa satisfaction en direct de l'Élysée. Écoutez. Mesdames et messieurs, la libération de messieurs Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kaufmann me remplit de joie. Au nom du pays tout entier, j'exprime à nos trois compatriotes ainsi qu'à leurs familles, d'une part, notre soulagement de les voir revenir parmi nous, à leurs familles, la compassion que nous inspire une si longue épreuve. Je suis heureux que les efforts entrepris depuis le début de ce drame aient enfin abouti et je remercie tous ceux qui ont œuvré pour ce retour. Nous aurons aussi une pensée pour celui qui n'est pas revenu, Michel Seurat, et pour les siens, ainsi que pour les otages étrangers encore retenus au Liban. Voilà, j'ajoute que François Mitterrand a constamment suivi l'évolution de la situation. Il a même laissé entendre devant quelques confrères que depuis quelques jours, certains indices permettaient d'entrevoir un dénouement favorable. Le chef de l'État s'est rendu cet après-midi au Val-de-Grâce pour saluer les trois ex-otages français. Je vous rappelle que Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kaufmann resteront en observation au Val-de-Grâce, et ce pendant 48 heures. Ce matin, sur l'aéroport de Villacoublay, le Premier ministre Jacques Chirac a remercié tour à tour l'Iran, le chef de l'État syrien. Jacques Chirac a ensuite précisé que le rétablissement de relations normales entre la France et l'Iran pouvait être envisagé. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Toute la France partage en cet instant un même sentiment de joie et aussi d'émotion. Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann ont enfin été libérés. Après avoir enduré pendant si longtemps une épreuve inhumaine. Et je rends hommage à leur courage. Avec leur retour s'achève le cauchemar vécu par nos compatriotes détenus au Liban et aussi les angoisses de leur famille. Mais au moment où nous accueillons nos derniers otages, comment ne pas avoir une pensée émue et particulière pour Michel Seurat, qui ne reviendra pas? Comment ne pas garder aussi à l'esprit ce qu'endurent encore les otages étrangers retenus au Liban? Je remercie le gouvernement iranien pour son aide et pour ses diverses interventions qui ont permis la libération de nos compatriotes. J'exprime également ma gratitude au président Hafez el-Assad pour son action personnelle et l'intérêt particulier qu'il a porté à la solution de cette douloureuse affaire, dans un souci de respect des principes et des valeurs humaines. J'adresse aussi des remerciements aux autorités militaires libanaises pour leur contribution. J'ajoute que cet heureux dénouement a été rendu possible par l'activité déployée par un ami de la France et de l'Iran à qui j'exprime ma reconnaissance. Et je tiens enfin à adresser mes félicitations à M. Jean-Charles Marchiani et à son équipe, avec laquelle, par l'intermédiaire de M. Pasqua, j'ai été constamment en liaison. Comme chacun le sait, la libération de nos otages s'inscrit dans le contexte de nos relations avec l'Iran. Ce sont les autorités de Téhéran qui sont intervenues auprès des ravisseurs pour qu'ils relâchent nos compatriotes. Ces nouvelles libérations, nous les attendions depuis des semaines, des mois. Elles sont en effet le résultat, bien trop longtemps retardé, du même effort qui avait déjà permis le retour de Roger Hauck et de Jean-Louis Normandin en novembre dernier. Dès lors que la détention de nos otages au Liban a pris fin, le rétablissement de relations normales entre la France et l'Iran peut être envisagé, conformément à notre conception
de ce que doivent être les rapports entre États. J'ajoute que nous voulons interpréter le retour de nos compatriotes comme un signe en direction de la France, mais aussi des autres pays occidentaux. J'espère de tout cœur que dans cette perspective, les otages étrangers seront bientôt, eux aussi, rendus à la liberté. Inévitablement, des interrogations ou des doutes vont se faire jour sur le processus qui a permis le retour de nos compatriotes, comme ce fut le cas lors des libérations précédentes. Je ne veux pas chercher à connaître les motivations de ceux qui, chez nous ou ailleurs, en viendraient à propager telle ou telle allégation. J'affirme simplement que tout au long de cette si douloureuse affaire, le gouvernement, avec persévérance, n'a cessé d'agir dans la dignité et dans l'honneur. Personne ne peut le contester. Nous nous sommes conformés strictement aux valeurs que nous avons en commun avec les autres pays démocratiques. Nous avons respecté scrupuleusement les grands principes de notre politique étrangère. Nous sommes restés parfaitement fidèles à nos amitiés et à nos engagements au Moyen-Orient. Aujourd'hui, plus que jamais, la France est déterminée à poursuivre avec la plus grande fermeté le combat contre le terrorisme avec tous ceux qui, comme elle, croient au droit, à la justice et au respect de la personne humaine. Oui, nouvelle interview, nouvelle déclaration. Il y a quelques instants sur les ondes de nos confrères d'Europe 1, François Mitterrand a refusé l'idée de toute complicité dans la lutte contre le terrorisme. Je vous propose d'écouter tout de suite la déclaration du chef de l'État. Je n'accepte pas, et vous ne m'en avez pas parlé, les insinuations et les diffamations dont j'étais l'objet à ce moment-là, lorsqu'il était prétendu que, aussi bien par rapport à la Nouvelle-Calédonie que par rapport aux affaires de terroristes un peu partout, il pouvait y avoir, comment dirais-je, on parlera de complicité objective, le moindre clin d'œil du président de la République française à l'égard de ces gens que j'ai toujours combattu, auxquels j'ai refusé toute grâce, et encore, cette fois-ci, je n'ai pas eu à la refuser, on ne me l'a pas proposé, mais auquel, dans les circonstances présentes, je n'aurais évidemment pas accepté. Et voilà que soudain, vous voulez que je sois démuni de tout élément de réponse, alors que moi, j'assiste, ou j'ai assisté, à des attitudes de souplesse, disons, pour le mot. Vous voyez, je suis discret, moi, dans mon langage, de souplesse à l'égard d'un certain nombre de terroristes qui ont quand même retrouvé la liberté dans des conditions qui peuvent être expliquées, mais qui ne permettent pas de prétendre qu'on est intransigeant avec le terrorisme. Voilà, revenons à la libération des 3 derniers otages français au Liban. L'histoire retiendra que cette libération est intervenue le 4 mai 88, à quelques jours seulement de l'élection présidentielle. L'histoire qui est jalonnée de dates retiendra également qu'il aura fallu plus de 3 ans, et oui, plus de 3 ans, pour libérer les otages français. Martine Laroche-Joubert. 22 mars 1985, Marcel Carton et Marcel Fontaine sont enlevés à Beyrouth-Ouest par le Djihad islamique, organisation intégriste pro-iranienne qui exige l'arrêt du soutien français à l'Irak. Le lendemain, 22 mars, c'est au tour de Gilles Perrol, directeur du centre culturel de Tripoli. Retenu par les FARL, des chrétiens marxistes, qui le relâchent le 2 avril, en échange, semble-t-il, de la libération d'Abdallah, toujours emprisonné en France. 22 mai, sur la route de l'aéroport, enlèvement de Jean-Paul Kaufmann et du chercheur Michel Seurat. Les ravisseurs, le djihad islamique encore. Leurs exigences, la libération du commando Chapour Bakhtiar. Près d'un an après, le 5 mars 86, le djihad islamique annonce l'exécution de Michel Seurat. D'après Jean-Paul Kaufmann, il serait mort d'un cancer. 3 jours après la mort annoncée de Michel Seurat, le 8 mars 86, l'équipe d'Antenne 2 est enlevée par l'OJR, l'organisation de la justice révolutionnaire de mouvance iranienne, qui dénonce l'ensemble de la politique française au Proche-Orient. Le 20 juin, Philippe Rochaud et Jean Janssen sont libérés. Le 24 décembre, c'est au tour d'Aurel Cornéa, tandis que Jean-Louis Normandin reste emprisonné. La même année 86, 2 autres Français sont libérés, Camille Sontag, 84 ans, et Marcel Koudari. Mais le 13 janvier 87, l'histoire recommence. Roger Hawk, journaliste, est enlevé. Il sera libéré le 27 novembre 87 par l'OJR, en même temps que Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Il n'y a plus aujourd'hui d'otages français aux mains d'extrémistes libanais.
Oui, Martine parlait à l'instant de l'OJR, du djihad islamique. Je crois qu'il n'est peut-être pas inutile, Pierre Serra, de rappeler qui sont ces groupuscules très actifs. Ce sont des groupuscules. Oui, en fait, il y a beaucoup. En général, ils sont composés de chiites extrémistes libanais qui appartiennent à une mouvance pro-iranienne, et notamment au parti de Dieu, le Hezbollah. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a donc l'OJR, qui est le principal, l'Organisation de la justice révolutionnaire, qui avait enlevé Philippe Rochaud notamment, et puis il y a le djihad islamique, et je vous rappelle que le djihad en arabe, ça veut dire guerre sainte, c'est donc religieux. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'Organisation des révolutionnaires musulmans socialistes, l'Organisation des déshérités sur terre, enfin j'en passe beaucoup. Il faut ça pour vous faire comprendre que ces groupuscules procèdent parfois d'une sorte de génération spontanée. En fait, ils sont créés pour les besoins de la cause, ils disparaissent aussi vite. Et en fait, leur intitulé sert de couverture au mouvement qui les génère. En l'occurrence, le plus souvent en tout cas, il s'agit du Hezbollah. Certaines libérations d'otages auraient sans doute pu se dérouler et intervenir beaucoup plus tôt. Mais il faut savoir que des contentieux politiques, militaires, également des contentieux financiers, ont souvent bloqué l'issue des négociations. À ces blocages se sont également ajoutés des actes de terrorisme qui ont fait malheureusement monter la pression. Explication de Jean-Marc Ilouz. Au cœur du contentieux franco-iranien, il y a d'abord une guerre, celle que se livrent depuis 8 ans l'Irak et l'Iran, plusieurs centaines de milliers de morts et de blessés. Or la France, après l'URSS, est le deuxième fournisseur d'armes de l'Irak, facturé en milliards de francs, Mirage, missiles, hélicoptères et surtout des systèmes de guidage électronique terriblement efficaces. Après avoir d'abord exigé sans succès la suspension pure et simple de l'aide française à l'Irak, l'Iran et les groupes terroristes qui le soutiennent réclameront une politique plus équilibrée. En clair, de pouvoir acheter les mêmes armes que leur ennemi irakien. La France a toujours dit non, mais à Paris comme ailleurs, aucun gouvernement n'échappe aux accusations de vente clandestine d'armes à l'Iran. Deuxième source de conflit, la présence en France d'opposants iraniens condamnés par le régime de Téhéran. Asile politique pour l'ancien chef de gouvernement, Bani Sadr, en 81, et surtout pour Massoud Rajavi, chef des Moudjahidines du peuple. Son expulsion en juin 86 permettra la libération de Philippe Rochaud et Georges Ansen. L'expulsion de ses partisans en décembre 87 sera un nouveau signe de la poursuite des interminables tractations entre Paris et Téhéran. Troisième source de conflit, les actes terroristes montés à Téhéran. 5 terroristes emprisonnés en France après un attentat sanglant en juillet 80 ne seront jamais libérés. Mais, en novembre 87, Waïd Gorgi, numéro 2 de l'ambassade d'Iran, suspect de complicité dans les attentats qui firent 11 morts et 150 blessés en plein Paris en septembre 86, sera soudain lavé de tout soupçon. Son départ de Paris mettra fin à 4 mois de guerre des ambassades et surtout surviendra 2 jours à peine après la libération de Roger Hawk et Jean-Louis Normandin. Le 25 mars 88. Nouveau coup de théâtre. Mohamed Mouadjer, un Français d'origine libanaise également soupçonné dans les mêmes attentats de septembre 86, sera à son tour libéré après 1 an de détention. Libération interprétée comme un signal de Paris aux Iraniens et à leurs partisans libanais. Quatrième contentieux, le contentieux financier. D'un côté, la dette d'1 milliard de dollars contractée par la France au temps du Shah d'Iran. De l'autre, les intérêts des firmes françaises lésées pendant la révolution islamique. 2 tiers de ces dettes remboursées par la France en 86, peut-être un 3e demain, si un accord existe enfin sur le montant des intérêts payables par Paris. Pour Marcel Fontaine, Marcel Carton et Jean-Paul Kaufmann, et pour tous ceux qui négociaient leur libération, la dernière ligne droite a été jalonnée d'échecs et aussi de rebondissements retentissants. Souvenez-vous par exemple du détournement d'avion des Kuwait Airways. Le détournement est intervenu au moment précis où l'on tenait pratiquement pour acquise la libération des otages. Hervé Brusini. L'accroc, l'imprévu, le voilà. Ce Boeing des Kuwait Airlines immobilisé sur l'aéroport d'Alger, c'était à la mi-avril. Une trentaine de passagers et un commando qui réclament la libération de 17 extrémistes chiites détenus au Koweït. La mécanique de la négociation sur les otages français est bloquée. Ceux qui tiennent cet avion appartiennent à la même mouvance que les ravisseurs de Carton, Fontaine et Kaufmann. 20 avril, la médiation algérienne dénoue la crise. Et 2 jours plus tard, un Falcon 50 se pose sur l'aéroport de Larnaca. À son bord, les émissaires français, parmi eux Jean-Charles Marcani. Voici la seule image de cet homme de l'ombre, ce businessman. Ancien lieutenant du contre-espionnage français au passé tumultueux, il était en liaison permanente avec Charles Pasqua. Leur conversation téléphonique se faisait en langue corse. Mais ce jour-là, le voyage de retour a eu lieu sans les otages.
Un revirement koweïtien dans des promesses faites sur l'allègement des peines des 17 détenus en est peut-être la raison. Autre homme clé du dossier otage, Iskandar Safa, chrétien libanais, homme d'affaires, ami du président syrien, il serait l'un des banquiers de l'Iran à Beyrouth. Peut-être est-ce l'ami salué par Jacques Chirac dans sa déclaration. C'est aussi un homme d'action. Ah, là, vous le connaissez. Ah oui, tout à fait. Oui. Vous pourriez nous en parler un tout petit peu? Non. Alors, il était bien dans cette affaire, simplement ça. Je crois que j'en ai assez dit. C'est un ami de la France. Voilà. Comme beaucoup de chrétiens libanais. Alors, disons pour Ils considèrent que leur seconde patrie est la France et ils font parfois pour la France des choses que d'autres ne font pas. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez presque tout dit. Je dirais simplement... Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de lui. Vous avez dit que c'était un grand ami de la France. J'ai simplement dit quelles étaient ses qualités. Mais je ne sais pas si c'est un ami de l'Iran. L'Algérie, on le sait, a également facilité pour des raisons humanitaires le règlement des dernières opérations de cette libération. Mais ce qui a provoqué l'accélération du dénouement reste encore pour l'instant une énigme. Alors Pierre Serra, essayons d'y voir plus clair, essayons surtout de décortiquer le mécanisme des négociations. A priori, les négociations se déroulent d'État à État, c'est ce que tout le monde dit. Bien sûr, il y a plusieurs États, évidemment. Il y a d'abord le Liban, il faut bien le considérer. Le Liban, lui, c'est un État, mais il est réduit dans un tel État, justement, que son rôle est uniquement de permettre en quelque sorte les enlèvements d'otages. Donc il peut pas, il est là comme terrain de culture, si vous voulez. Et puis il y a la Syrie, c'est un État puissant dans la région, c'est un État qui occupe et qui gère, entre guillemets, une grande partie du Liban. Et cet État-là, il a beaucoup de moyens dans la région, mais il peut empêcher une solution qui ne lui convient pas, mais pas forcément imposer celle qui lui convient. Et puis reste l'Iran qui a réussi au Liban à importer, en tout cas, sa révolution islamique, et on le voit, qui exerce une influence déterminante sur les groupes du Hezbollah. Alors quelle filière avons-nous utilisé? Eh bien, au milieu de tout ça, on a utilisé la Syrie d'abord parce que la Syrie qui est présente au Liban a les contacts, connaît les arcanes, les filières pour arriver à toucher les gens qui, eux, appartiennent au Hezbollah, sont pro-iraniens, ainsi de suite, pour arriver à prendre contact avec les ravisseurs. C'est cela qu'on a fait. Mais Pierre, on en est sûr, il n'y a pas eu de contact direct et physique avec les ravisseurs? Ah, je pense qu'il y en a eu, parce que c'était inévitable. Il faut, à partir d'un moment ou un autre, arriver à ce que M. Marcani ou un autre parle aux ravisseurs et leur dise, voilà, prenez-moi au sérieux, moi j'ai des engagements, je peux les tenir, voilà ce qu'on peut faire. C'est pas le gouvernement qui a directement négocié avec les ravisseurs? Non, mais vous savez, les hommes de l'ombre sont faits pour ça. Le gouvernement traite avec des États, il a des ambassadeurs, il a des ministres, il traite avec des États, et puis les hommes de l'ombre, font leur métier. C'est comme ça. Roger, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais préciser qu'effectivement, il y a des contacts directs entre les négociateurs, Jean-Charles Marcani, Iskandar Safa, et les ravisseurs sur le terrain, notamment des contacts téléphoniques. Je pense que c'est pas un secret, de toute manière. Marcani, vous avez expliqué, non? J'ai vu que... Oui, il m'avait expliqué, effectivement, lors de ma libération, il m'avait expliqué que pour lui, il était important d'avoir un contact humain, et c'est pour ça qu'il m'avait dit qu'en tant que Corse, il aimait ce contact qu'on trouve un peu en Orient, et qu'il misait beaucoup sur cela, et en Orient, c'est très important d'avoir un contact d'homme à homme. Voyons tout de suite les principales réactions politiques qui nous sont parvenues aujourd'hui. Le sentiment général, c'est d'abord de la reconnaissance pour ceux qui ont permis la libération des otages. De part et d'autre, on exclut toute récupération politique de l'événement. Écoutons. J'ai entendu le débat télévisé où le président de la République a dit à quelles conditions les otages pouvaient être libérés. Monsieur le Premier ministre a dit qu'il en était d'accord. Je n'ai donc aucune raison de penser que des concessions aient été faites. Lorsque M. Pasqua s'exprime, je l'entends et je me dis, s'il dit vrai, alors tout est bien pour la France. Sur le plan personnel, comme citoyen, comme individu, je me réjouis de la fin de l'épreuve de ces malheureux et de l'angoisse de leur famille. Mais sur le plan politique, comme homme politique, je trouve que la méthode de discussion avec les organisations terroristes est condamnable. Il y a 3 ans qu'ils étaient détenus. Depuis 3 ans, jour pour jour, nous luttons pour que s'ouvrent des négociations. Enfin, ces négociations ont abouti. Nous sommes heureux de saluer leur courage et de leur souhaiter bon retour dans leur famille et dans la communauté nationale. Oui, tout de suite le constat, Paul Amar, si j'ai bien compris, tout le monde exclut la récupération politique de l'événement. C'est vrai, mais ce qui surprend tout de même aujourd'hui dans une certaine mesure, c'est le contraste entre le bonheur des otages libérés, le bonheur de leur famille, et la crispation des hommes politiques. Bien sûr, cette crispation est masquée par les discours, où l'on entend depuis hier soir les mots qu'il faut entendre, joie, soulagement, remerciement. Bien sûr, cette crispation est masquée par le consensus apparent et par le constat unanime. Le gouvernement s'est montré efficace. Il a réussi à obtenir la libération de tous les otages. C'est bien, tout le monde l'admet.
Mais il y a une question que ce même monde politique se pose, à voix basse, évidemment. Pourquoi cette libération a-t-elle eu lieu hier, à 3 jours du deuxième tour? Quelle incidence aura-t-elle sur le vote des Français? Personne dans la classe politique n'ose la poser publiquement, parce que personne n'ose aujourd'hui exploiter cette libération dans un sens ou dans un autre. Heureusement, ce serait en effet une erreur. Erreur psychologique à l'égard de Kaufmann, de Carton et de Fontaine, qui sont aujourd'hui libres et qui ne doivent pas devenir à nouveau des otages, les otages d'une élection présidentielle. Erreur à l'égard des électeurs qui vont voter dimanche dans le secret de l'isoloir. Le feront-ils en fonction de ce nouvel événement? Impossible de répondre en tout cas à leur place. Erreur enfin à l'égard des ravisseurs, hommes ou États, qui nous ont manipulés pendant 3 ans, nous, médias et hommes politiques, comme ils continuent de nous manipuler aujourd'hui. Ce sont eux qui décident en effet de notre angoisse comme de notre joie. Ils auraient pu libérer les otages il y a 3 mois, il y a 6 mois. Ils auraient pu le faire après le 8 mai. Ils ont préféré les libérer à 3 jours du scrutin, comme s'ils prenaient un malin plaisir à intervenir dans notre campagne électorale, comme s'ils pouvaient, eux, des terroristes, décider du sort de l'élection. En tous les cas, c'est la fin du cauchemar pour les 3 derniers otages français, mais Jean-Paul Kaufmann le disait fort justement tout à l'heure, 14 otages occidentaux sont toujours retenus au Liban, parmi eux 10 Américains, un Italien, un Irlandais, un Allemand et un Britannique. À cette longue liste, il convient d'ajouter malheureusement la famille Valente, celle qui était, vous le savez, à bord du Silco, le bateau qui a été arraisonné au large de Gaza, en Méditerranée. Les 8 passagers du bateau sont toujours aux mains du groupe palestinien Fatah, Conseil révolutionnaire, cher à Abou Nidal. Aujourd'hui, la famille Valente dénonce l'oubli de cette prise d'otage. Pascal Deschamps. 6 mois, presque jour pour jour, que Marie-Laure et Virginie, filmées ici par leurs ravisseurs, sont détenues par le groupe Abou Nidal. Pour leur père, ce sont les otages oubliés. J'étais très satisfait, très content de voir ces 3 hommes libérés qui ont passé énormément de souffrance. Mais j'étais déçu après par les réactions de beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pas une petite pensée pour Marie-Laure et Virginie. Ils n'ont parlé que d'otages étrangers. Tous les otages français sont libérés. Jacqueline Valente, ses 2 fillettes et ses 5 amis belges avaient quitté la France il y a 2 ans à bord du Silco. Et puis plus de nouvelles jusqu'au coup de théâtre du 8 novembre 87. Le groupe Abou Nidal annonce alors l'arraisonnement du bateau et la capture de ses occupants, accusés d'être des espions à la solde d'Israël. Après 3 mois de silence, les ravisseurs diffusent des messages de Jacqueline Valente, qui accouche d'une petite fille pendant sa détention, et de Fernand Houtkins, qui affirme « Ce sont les services secrets israéliens qui m'ont demandé de venir en Israël avec ma famille ». Personne n'a pu les rencontrer, ni la Croix-Rouge, ni Lucien Bitterlin, président de l'association France Pays Arabes, qui pensait pouvoir obtenir la libération des 2 fillettes à Beyrouth fin janvier. Pour les autorités françaises, les accusations des ravisseurs sont sans fondement. L'enlèvement de ces 8 personnes reste un mystère. La libération des otages français suscite bon nombre de réactions à l'étranger. Les réactions les plus dures sont enregistrées à Londres, de l'autre côté du Channel. Dès hier soir, Londres réclamait des explications. Le chef du Parti social-démocrate a même qualifié, je cite, de cynique l'accord conclu par les Français. Philippe Arroir à Londres. La libération des otages français dont on se réjouit ici ne fera pas changer d'un iota la position officielle britannique. Pas de négociation, pas de marchandage avec les ravisseurs ou ceux qui les soutiennent. Le journaliste John McCarthy reste détenu au Liban depuis 2 ans déjà, ainsi que le collaborateur de l'archevêque de Canterbury, Terry Waite. Le cousin de Terry Waite a redit aujourd'hui que lui-même et sa famille étaient en accord avec la ligne inflexible de Mme Thatcher, tout comme la quasi-totalité de l'opinion publique. Ton différent chez Jill Morel, la fiancée de John McCarthy, qui critique l'immobilisme de Londres. Je crois que le gouvernement français a raison de faire des efforts très courageux pour retenir les otages. Et j'espère que le gouvernement anglais va suivre l'exemple. Dans les journaux, on se fait volontiers l'écho de rumeurs sur une éventuelle rançon versée par la France aux ravisseurs. Selon les commentaires, il y a eu au moins un paiement d'argent. Et sinon, la promesse de libération d'un terroriste, mais ça, on ne sait pas encore. Et c'est ça que Mme Thatcher a dit qu'elle voulait être renseignée. Comme lors de la libération d'autres otages français, on pourrait bien assister ici à une poussée de fièvre anti-française. Aux États-Unis, pendant ce temps-là, la libération des otages a été accueillie avec circonspection, c'est le moins que l'on puisse dire. La Maison-Blanche se réjouit pour les otages français, mais attend des informations supplémentaires. Sur place, nos correspondants permanents, Jacques Abouchard, Paul Naon.
Nous nous réjouissons du retour des otages français en souhaitant que d'autres libérations interviennent au Liban, a déclaré Marlene Fitzwater, porte-parole de la Maison-Blanche. Sans autre commentaire, il a évité de s'étendre, car le scandale de l'Iran Gate, encore présent dans toutes les mémoires, avait éclaboussé l'entourage de Ronald Reagan et provoqué un séisme politique en Amérique. Ici, au département d'État, on était resté étranger aux tractations sur les ventes d'armes à l'Iran en l'échange de la libération d'otages américains. On s'exprime donc sans complexe sur le retour de messieurs Carton, Fontaine et Jean-Paul Kaufmann. Nous serions très préoccupés, a dit un porte-parole, par l'idée que des concessions ont pu être faites aux ravisseurs. Les concessions ne font qu'encourager d'autres enlèvements et ne peuvent que prolonger la captivité des otages toujours détenus. Les Américains n'oublient pas que 9 de leurs compatriotes enlevés au Liban sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Le dernier en date est le lieutenant-colonel Higgins, kidnappé au sud du Liban, où il servait dans les rangs de la FINUL, sous le drapeau des Nations Unies. Voilà, avant de refermer ce dossier, nous allons nous tourner une nouvelle fois vers Marcel Fontaine, Marcel Carton et Jean-Paul Kaufmann, qui sont, vous le savez, en observation à l'hôpital du Val-de-Grâce. Observation de 48 heures après près de 1000 jours, plus de 1000 jours d'ailleurs de détention. Que peut-il se passer pour eux? Docteur Puech, je suppose qu'ils vont devoir prendre un peu de recul et surtout comprendre que le monde a bougé pendant leur détention. Oui, le danger qui peut se passer, c'est l'inadéquation entre le moment où ils sont rentrés en détention et le moment où ils vont revenir dans le monde qui vit. Et ce qu'on peut craindre à un certain moment, c'est que pour survivre, comme cela a été dit ce matin, ils se soient un peu refermés sur eux-mêmes de façon tout à fait naturelle pour en quelque sorte résister à cette absence d'environnement. Et le repassage à la vie de tous les jours, à la vie quotidienne, peut être un passage difficile. C'est là où il est important d'avoir des interlocuteurs privilégiés, des amis, une famille, parfois une écoute un peu neutre, celle d'un psychiatre ou d'un psychologue, ou une autre technique qui est celle aussi d'écrire un livre, qui est une façon en quelque sorte d'exorciser le mal. C'est ce qu'a fait Roger Haut, qu'il en parlera tout à l'heure. Madame Kaufmann, vous avez eu l'impression que Jean-Paul était en bonne santé, j'allais dire en bonne santé, c'est peut-être pas le terme, mais qu'il se sentait bien ce matin. Il avait l'air relativement serein, solide, on le disait tout à l'heure. Jean-Paul est quelqu'un qui était solide déjà avant, et je crois que ça aide beaucoup, certainement. Mais bon, il était solide bien sûr aujourd'hui, mais on sait tous que bien sûr c'est pas si simple que ça. Il y a 3 ans de manque d'information totale, de creux, par rapport à nous, la quantité d'événements qu'il n'a pas vécu. Et puis lui, il a vécu très isolé. Nous, on a vécu, nous, dans la famille, avec tous les amis, une période extrêmement forte, au contraire, avec beaucoup d'événements dont il n'était pas lui tenu au courant. Il vous a dit, madame, s'il souhaitait prendre un peu de recul? Non, ce matin, il n'a peut-être pas eu le temps d'ailleurs d'en parler, mais... Et là, ce matin, il avait très peur de la foule, il avait très peur du bruit, il était très culpabilisé, parce que Jean-Paul c'est un homme qui donne beaucoup d'inculpabilité. Alors, il était très culpabilisé en disant, mais il explique aux journalistes que je peux pas, c'est trop de monde à la fois, il faut me donner quelques jours. Mais en même temps, je sens qu'il avait complètement envie de rentrer dans la vie, de recommencer tout. Il était déjà dans les journaux et tout ça, Bien comme sûr. avant. Merci de votre témoignage. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va voir comment ça s'est passé pour d'autres ex-otages. Roger Haut, qui est avec nous, qui a exorcisé un petit peu le mal en écrivant un bouquin. Oui, effectivement, je pense qu'il faut tout faire pour essayer de placer cette période dramatique, de la considérer en quelque sorte comme une mésaventure et de la placer à l'intérieur de quelque chose qui est plus positif. Alors moi je m'efforce de placer ces 11 mois de détention à l'intérieur de 5 années passées au Liban, 5 années, disons 4 années de reportages positifs, et je garde un excellent souvenir du Liban. Et je crois aussi qu'il faut essayer de se débarrasser de cette histoire. C'est un peu comme le patient qui s'allonge sur le divan et qui livre son histoire, son angoisse au psychanalyste. Et je crois que la meilleure manière, c'est encore d'écrire un livre. Et c'est ce que j'ai fait, je profite pour le montrer, c'est ce que j'ai fait en écrivant ce livre avec Patrick Forestier chez Philippe Aki. C'est une manière de tourner la page, de se débarrasser de cette angoisse et de dire maintenant c'est fini, on prend un nouveau départ dans la vie. Ça reste un mauvais reportage, un reportage qui a mal tourné. On va essayer d'avoir d'autres témoignages et de voir comment ça s'est passé, par exemple, pour Philippe Rochaud, pour Aurel Cornéa et Georges Janssen, qui sont également avec nous sur le plateau. Philippe Rochaud, Jean-Louis Normandin, allez-y, je vous en prie. Si nous, c'était pas pareil, parce que quand on a été libéré avec Georges, on laissait d'abord 2 camarades derrière, donc on avait envie, nous, de se défouler aussi, de parler, parce que d'abord, c'est une aventure extraordinaire, mais on pouvait pas le faire, parce qu'on savait que toute information et toute provocation pouvait être nuisible à nos camarades, donc nous, on n'a pas encore écrit de livre, ça viendra peut-être un jour.
Mais nous avons eu aussi ce besoin de parler et de s'exprimer. Donc là, moi j'avais été surpris par exemple parce que j'avais couvert l'affaire du détournement du Boeing de la TWA en 1985 et j'avais vu que les otages américains étaient pris en charge et que précisément ils pouvaient raconter leur aventure devant un psychologue. Et là, ça n'était pas possible apparemment pour les otages français. Et pour vous, comment ça s'est passé? Mais maintenant, je crois que ça a été fait. Je crois que ça a été fait pour nos camarades là, et que maintenant le problème est connu et que tout est organisé pour que tout se passe bien pour eux et qu'ils reprennent pied rapidement dans la vie normale. Jean-Louis Normandin? Oui. Alors comment ça s'est passé pour vous? La journée ou quoi? Non, la journée, je pense que c'était un peu l'euphorie, la joie de retrouver les ex-otages. Moi c'était intéressant parce que c'est la première fois que je voyais arriver des otages. Ouais. Et il y avait un raccourci entre le masque d'émotion des enfants et le visage des otages dédoublé, enfin serein, très calme. C'est un beau raccourci pour moi. Et d'une manière générale, depuis la fin de l'année 1987, depuis votre libération, comment ça s'est passé dans la tête, physiquement? Ça s'est relativement bien passé, m'a-t-on dit? Oui, enfin j'espère. Disons que c'est pas si simple et on a besoin de reprendre, je pense, relativement rapidement le travail, se réinsérer dans un cadre normal de travail. Et vous êtes reparti en reportage d'ailleurs, on a entendu plutôt vos premiers reportages. C'est vrai. Georges Janssen? Moi j'ai été libéré avec Philippe, donc je partage. Le problème était le même pour moi. Et c'est vrai que ce qui a été le plus difficile en fait à vivre, c'est le retour, jusqu'au retour de Jean-Louis Normandin et d'Aurel Cornéa. Et là c'est vrai que j'ai souffert d'un sentiment de culpabilité, j'avais un peu honte de ma liberté et c'était difficile pour moi. Oui. Oui, docteur, le plus dur pour un otage, c'est peut-être, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais d'être sans cesse soumis à l'alternance de l'espoir et du pire. Ça, je pense qu'on doit le connaître au quotidien. C'est le fait de ne pas savoir, d'être en permanence l'objet de manipulation. Et je pense que c'est effectivement, comme vous le dites, cette espèce de tunnel où il n'y a pas de fin qu'on puisse percevoir. Et c'est en quelque sorte cette espèce d'attente pendant laquelle, et ça a été dit, c'était une survie, ça n'a pas été une vie, ça a été une survie, dans laquelle des traumatismes sûrement très importants psychologiques sont survenus, qui ont en quelque sorte potentialisé cette attente qui va se concrétiser par le retour. Est-ce que vous prenez l'affirmation au sérieux quand on vous dit que des otages sont guettés par le syndrome de Stockholm, on en parlait tout à l'heure, à savoir une adhésion aux revendications des ravisseurs? Alors ça se passe dans des conditions très particulières. Le syndrome de Stockholm survient généralement lorsque les ravisseurs ne sont pas masqués, lorsqu'il y a des contacts très proches. Là, ils étaient, je crois, les auteurs des ravisseurs ne voyaient pas le visage Et finalement, le syndrome de Stockholm survient lorsque on va croire à ce qui est dit par les ravisseurs, ce qui n'est pas là le cas, je crois, du tout. Merci docteur, merci de votre témoignage, merci madame d'être avec nous et d'être avec nous depuis hier soir. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui nous ont aidés. Nous avons été très sensibles à votre geste et nous avons tout fait sur Antenne 2, vous le savez. Oui, je le sais, c'est pour ça que je tiens vraiment à vous remercier. Pour expliquer quelle était la détresse des otages et des familles. Comme tous les gens qui nous ont aidés, tous ceux qui ont travaillé. Merci, j'espère que dans les jours qui viennent, nous nous retrouverons en votre compagnie, en compagnie de Jean-Paul Kaufmann, de Marcel Fontaine et de Marcel Carpon sur ce plateau. Merci à tous. Voyons maintenant le reste de l'actualité, en commençant par la libération des otages d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. L'assaut donné par la gendarmerie a duré, vous le savez, près de 8 heures. Les otages sont sains et saufs, mais l'opération a fait 17 victimes. Reportage François Cornet. J'ai essayé dans cette affaire d'apporter des éléments sur 2 tableaux. J'ai vraiment tout fait pour que cette situation cesse pacifiquement. Je n'y suis pas parvenu malheureusement et j'ai donc fait mon devoir de militaire, c'est-à-dire que j'ai tout mis en œuvre pour aider au succès de cette opération militaire. L'honneur du GIGN et de la gendarmerie sauf aujourd'hui? Il est parfaitement sauf, il est d'autant plus sauf que le capitaine Picon qui est ici a mené de l'intérieur une opération. Comment ça s'est passé? Ce qui nous a permis de tenir le coup aussi longtemps, c'était le fait de savoir déjà qu'à l'extérieur des gens s'occupaient de nous et le fait de pouvoir être utile depuis l'intérieur, ce que nous avons essayé de faire en protégeant la vie de nos camarades qui étaient aussi otages avec nous. Au cours d'une conférence de presse, Bernard Ponce, le ministre des Dom-Tom, a affirmé qu'il y avait encore une dizaine de bandes armées en Nouvelle-Calédonie. Je cite ses propos. Ensuite, Bernard Ponce a exclu tout dialogue avec les terroristes et demandé une nouvelle fois la dissolution du FLNKS. Reportage Dominique Thiers. Opération Victor, tel était le nom de code de l'intervention menée ce matin à partir de 5 heures sur l'île d'Ouvéa.
les hommes du général Vidal n'avaient qu'une mission, récupérer les gendarmes et le substitut du procureur, détenus pour certains depuis 14 jours dans une grotte au nord de la tribu de Gossana. Il y a moins d'une heure, Bernard Pons expliquait que depuis le 3 mai, Jacques Chirac lui avait donné son accord pour tenter un assaut. Après consultation des autorités militaires, l'intervention avait été fixée à aujourd'hui. Techniquement, l'opération a été conduite par les hommes du GIGN, aidés par les unités commando des armées. Au tableau, comme la semaine dernière, le ministre précise que d'importants combats se sont engagés autour de la grotte. Ils n'ont cessé que vers midi. Dans les rangs des gendarmes, 3 blessés, dont un dans un état grave. Chez les militaires, 2 morts. Chez les indépendantistes, une quinzaine de victimes et de nombreux blessés. Lorsque l'action a été déclenchée, tous les otages se sont réfugiés dans le fond de la grotte et en particulier, ils se sont mis ici. À l'angle était le capitaine Picon. Ici, c'est un tas de terre, un gros tas de terre, et derrière ce tas de terre était le maréchal logis-chef Dubois. Sains et saufs, tous les otages ont pu quitter la grotte vers 14 h. Soulagement et satisfaction ce soir à Nouméa. Cette affaire était une affaire qui concernait l'État. C'était une affaire qui impliquait l'honneur de la France. C'était une affaire qui concernait l'honneur de l'armée française et l'honneur de la gendarmerie. C'était donc une affaire qui devait être dégagée de tout contexte politique. C'est ce que je me suis en permanence efforcé de faire pendant tous ces jours où j'ai eu, sur instruction du Premier ministre et au nom du gouvernement, à diriger les opérations. Le ministre des Dom-Tom a néanmoins redemandé la dissolution du FLNKS. Ce soir, tous les partis politiques locaux saluent l'action des forces de sécurité. L'affaire d'Ouvéa est à présent terminée. Tout au long de cette prise d'otage, le rôle du capitaine Le Gorju a été déterminant. Depuis le 28 avril au soir, le capitaine du GIGN faisait l'aller-retour entre la caserne Meunier à Nouméa et la grotte où étaient retenus les 21 gendarmes et le substitut du procureur. C'est lui qui a réussi à faire parvenir sur les lieux de la détention des vivres, des médicaments, des couvertures. Très régulièrement, le capitaine Le Gorju assistait aux réunions de sécurité tenues par Bernard Pons, ici même au Haut-Commissariat. Il transmettait directement les revendications des ravisseurs, c'est-à-dire l'élargissement du périmètre de sécurité, le ravitaillement, la reconstruction de la tribu de Gossana, détruite partiellement dès les premières opérations militaires. Dans la nuit du 2 mai, le capitaine du GIGN a pu transmettre personnellement à 2 de ses hommes 2 revolvers ainsi qu'une clé pour enlever leurs menottes. Dernière réaction, vous allez l'entendre, celle du bureau politique du FLNKS. Le bureau demande à ses militants de relever le défi du colonialisme. Pour le FLNKS, la lutte continue. Ce jour est un jour de honte pour le peuple français, qui est comptable devant la communauté des nations civilisées de cette barbarie coloniale et de ce bourreau qui se drape de l'honneur de la France pour préserver, au prix de la haine et du mépris, des privilèges dans notre temps. Le bureau politique du FLNKS appelle tous les militants dans tous les comités de lutte de Kanaki à relever ce nouveau défi du colonialisme. L'heure est à la mobilisation. La lutte continue. Voilà, sachez encore qu'il y a quelques minutes, toujours sur l'antenne d'Europe 1, François Mitterrand a abordé l'affaire de Nouvelle-Calédonie. Je vous propose tout de suite d'écouter le chef de l'État. J'ai préconisé la conciliation. Et lorsqu'il a été question, faute de conciliation, de parvenir à une opération de type militaire, j'ai demandé, le gouvernement aussi d'ailleurs, toutes les garanties possibles et imaginables, c'est-à-dire des rapports écrits des chefs militaires responsables pour qu'ils étudient absolument tous les aspects d'une question aussi difficile. Et tout le temps que ces rapports ont laissé entendre que l'opération était très coûteuse en vies humaines, elle a été refusée. J'ai donc besoin maintenant de vérifier. De vérifier un dossier, les conditions dans lesquelles l'action s'est déroulée,
très loin d'ici, hors de ma vue, et en contrôle direct. Je trouve très douloureuse cette situation. Le fait qu'il y ait 15 sur 17, 15 Kanaks ne change rien à l'affaire. Ce sont des citoyens français. J'ai un devoir de protection à l'égard des uns et des autres, mais mon premier devoir était quand même à l'égard des otages, car c'est un acte inadmissible. Les réactions se succèdent, vous allez voir, à Lyon, aux côtés de Raymond Barre, où il était cet après-midi. Jacques Chirac a lui aussi abordé l'affaire de Nouvelle-Calédonie, l'affaire des otages d'Ouvéa. Reportage Laurent Boussier. Comme le dit Lucien Neuwirth, qui connaît ces classiques, l'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. Depuis hier soir, depuis ce matin, tout a changé effectivement dans le camp chiracien. Le déjeuner républicain à midi à Lyon en fournissait la preuve. On avait mis les états d'amour en quart et les petits plats majoritaires dans les grands plats unanimistes. Je formule le vœu que dans le respect des lois de la République française, il puisse y avoir en Nouvelle-Calédonie un retour à la paix, un retour au dialogue entre les communautés, un retour à une politique de développement économique, social et humain qui est la meilleure garantie de la présence de la France sur ce territoire du Pacifique. Et Jacques Chirac de feindre de ne pas avoir entendu l'exhortation barriste pour répondre du tac au tac. J'appelle tous les Calédoniens responsables à s'engager ensemble sur la voie de la compréhension mutuelle, du dialogue et de la résolution pacifique des problèmes qui se posent dans ce territoire français et qui, à une large majorité, toutes ethnies confondues, a dit sans ambiguïté lors du référendum d'autodétermination comme lors des élections du 24 avril, sa volonté de rester français et qui par conséquent ne saurait être exclu ou rejeté de la communauté nationale. En Corse, à Ajaccio, où il s'est rendu dans l'après-midi, le candidat Chirac ne s'est glorifié ni de la libération des otages du Liban, ni de celle des gendarmes d'Ouvéa. Tout juste s'est-il à Marseille ce soir permis de faire référence à la Nouvelle-Calédonie pour mieux stigmatiser les indépendantistes et vanter l'ordre républicain. Jacques Chirac laisse à d'autres, dans son entourage, le soin avant dimanche de faire monter la mayonnaise. Le bilan de l'opération d'Ouvéa, qui a fait, je vous le rappelle, 17 morts, 6 blessés, 15 arrestations, suscite quelques réserves dans la classe politique. Je vous propose d'écouter 3 réactions collectées tout à l'heure par Bernard Pradino. Il est clair maintenant que M. Chirac et les siens pratiquent une politique de coup de théâtre et essayent de peser sur les émotions collectives des Français. En ce qui concerne l'opération militaire en Nouvelle-Calédonie, qui est concomitante et qui intervient également 3 jours avant le second tour de l'élection présidentielle, elle a abouti à la libération des gendarmes et du magistrat. C'était un impératif absolu. Mais elle se termine par 17 morts. J'approuve le gouvernement d'avoir pris cette méthode et d'avoir fait obtenir force à la loi. Je crois qu'il y a des moments où le gouvernement doit faire face et doit faire front et faire respecter l'autorité de la loi et de l'État. Le gouvernement français s'est livré ce matin à un acte purement colonial. C'est la politique de la canonnière. Et ce qui s'est passé ce matin ne grandit pas l'image de la France. 23 gendarmes ont été libérés, mais au prix de la mort de 15 Kanaks. On ne peut pas considérer cela comme un succès. Et cela fait surtout la démonstration que la vie d'un Mélanésien n'a décidément pas le même prix que celle d'un Blanc en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous donne rapidement une dernière réaction. Arlette Laguillet s'indigne et proteste. C'est un assaut, dit-elle, dans le plus pur style colonialiste. Je cite ses propos. Pour la militante de lutte ouvrière, Jean-Marie Le Pen a été entendu par Jacques Chirac et par François Mitterrand à 3 jours seulement du scrutin. Alors Paul Amar, l'opération otage au Liban a plus ou moins éclipsé, on l'a vu, l'affaire d'Ouvéa. Mais à terme, il s'est sans doute passé quelque chose sur le caillou, quelque chose de, j'allais dire, presque irréparable. Oui, un seul chiffre traduit la gravité de la situation en Nouvelle-Calédonie. 17 morts cette nuit, plus 4 morts le 22 avril dernier. 4 gendarmes
assassinés par les indépendantistes au cours de la prise d'otages. Au total donc 21 morts, 6 militaires et 15 Kanaks, c'est beaucoup. Beaucoup trop, et cet événement a été occulté, vous l'avez dit, dans une certaine mesure, par la libération des otages du Liban, mais il ne faut pas se tromper, la prise d'otages le 22 avril et la riposte musclée des autorités peuvent avoir des conséquences dramatiques. La coexistence entre les différentes communautés semble être aujourd'hui très compromise. Il est possible qu'on atteigne là-bas un point de non-retour. Ce n'est pas un hasard. Si la prise d'otages a eu lieu le 22 avril, 2 jours avant le premier tour, c'était une provocation destinée à obliger les candidats à faire des concessions. Ce n'est pas un hasard. Si l'assaut a été donné cette nuit, 3 jours avant le deuxième tour, Jacques Chirac a voulu montrer sa fermeté et sa détermination avant le jour du scrutin. S'agit-il pour autant d'événements ponctuels liés à la seule campagne électorale? On aurait tort de reléguer ces 2 événements au rang des péripéties liées à une simple campagne électorale. Cela n'a rien à voir avec les accrochages, avec la nervosité, avec les mots inhérents à une campagne électorale. Ces événements ne seront pas oubliés et l'homme qui sera élu dimanche, quel qu'il soit, aura du mal à faire rétablir le dialogue en Nouvelle-Calédonie. La liste des victimes s'allonge en effet chaque jour sur ce caillou qui n'est plus un caillou et qui devient un volcan. Merci Paul. En France, l'actualité à travers un chiffre, je vous le donne rapidement. Le commerce extérieur affiche un excédent, j'ai bien dit un excédent, de 1,8 milliard de francs en mars. Le même commerce extérieur avait accusé un déficit de 5,2 milliards de francs en février dernier. Affaire à suivre. Les télégrammes d'actualité commentés comme chaque soir par Isabelle Staes. Commerce extérieur excédentaire en mars, plus 1,8 milliard de francs contre un déficit de 5,2 milliards en février. Selon le ministère de l'économie, c'est le meilleur résultat depuis 15 mois. Il s'explique surtout par une forte hausse des exportations. Manifestation des ouvriers de Michelin aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Venus de toute la France, les bis des établissements Michelin avaient rejoint ceux de l'usine mère. Les grévistes réclament en moyenne 1500 francs d'augmentation de salaire. Une série d'explosions détruit 2 usines dans le Nevada. Un mort, 200 blessés et plusieurs ouvriers portés disparus. La déflagration a été ressentie à Las Vegas, à 15 km de là. Une des usines fabriquait du carburant pour les navettes spatiales. Une défaillance des équipements serait à l'origine du sinistre. Gigantesque incendie dans le plus haut gratte-ciel de Los Angeles. Le feu a consumé une partie de cet immeuble de 62 étages, faisant 1 mort et une vingtaine de blessés. Les pompiers ont mis plus de 3 heures pour le maîtriser. Le système anti-incendie de l'immeuble était en cours d'installation. Voilà, fin de ce journal. Il était exceptionnel, vous l'avez compris, mais les faits que nous avons développés ce soir avec l'ensemble de la rédaction méritaient amplement une édition spéciale. Toute l'équipe qui m'a aidé à préparer le journal vous remercie de votre fidélité. Dans quelques instants, place au cinéma avec Coup de tête, un film de